la décarbonation du transport aérien est une nécessité, tout comme l'est la décarbonation de l'ensemble de l'activité économique, d'une part. Mais d'autre part, retenir comme bouc émissaire tel ou tel secteur dessert la cause pour laquelle vous battez. Vous ne voulez pas que l'avion porte seul tous les griefs que l'on fait à ceux qui abîment la planète. Pas plus que l'automobile, pas plus que la consommation de viande de bœuf, pas plus que la consommation de machines à laver importées par des containers qui arrivent de Chine. Ce qu'il faut, c'est collectivement être conscient que nous avons tous un crédit d'émissions de CO2 et qu'il faudra être responsable. Mais quand on dit ça, c'est vrai qu'on imagine presque une sorte de dystopie. On a l'impression d'être dans une série télé où on imaginerait avoir une sorte de passeport à la naissance, où on vous dit voilà, vous avez tant de points et vous allez devoir les utiliser. Et si vous avez fini, vous restez chez vous. Voilà. Alors ça, c'est ce que je ne souhaite pas. C'est la raison pour laquelle le secteur de l'aviation, tout comme les autres secteurs de l'activité économique, est en train de réaliser une révolution. Et d'ailleurs, on le voit bien au Salon du Bourget depuis quelques heures. Qui a ouvert hier. L'ambiance du Salon du Bourget de cette année est absolument différente de celle de 2019. Et pourtant, 2019 était le début de la prise de conscience de la nécessité pour le secteur de se décarboner. Je dis souvent que jusqu'à la fin des années 2010, le secteur aérien avait le sentiment qu'il pouvait être à part des autres secteurs et que la dernière goutte de kérosène serait pour lui. Ce monde a changé. Et j'ai 10 ans d'ancienneté dans ce monde de l'aérien. Ça fait 10 ans que vous êtes à la tête d'ADP. Je n'étais pas nommé dedans quand j'étais petit, mais j'ai tout de même 10 ans de recul. Je peux vous dire que le monde d'aujourd'hui est un monde dans lequel les constructeurs d'avions, les énergéticiens, les aéroports, les compagnies aériennes se sont totalement responsabilisés pour mettre tous les ingénieurs au défi de trouver des nouvelles solutions pour décarboner. Mais on va essayer de comprendre justement cette révolution, puisque vous le dites, on est vraiment à la tête d'une révolution qui va se développer peut-être sous nos yeux. Emmanuel Macron hier a parlé de l'avion vert, de l'avion de demain. Mais si je reviens sur la commande hier, 500 nouveaux Airbus qui ont été commandés par une compagnie indienne. On en vient aussi à cette problématique, vous le disiez en préambule, de Jean-Marc Jancovici qui dit oui mais attention, il faut faire cette moyenne par rapport au nombre d'habitants, qu'ils habitent au Mozambique, disiez-vous, ou en Alaska, ou en Inde. C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas complètement décalé, nous, Français qui avons connu le confort du développement, à se dire voilà, on va réduire considérablement le nombre d'avions, etc. Alors que dans le même temps, on le voit bien, les Indiens, ils sont à l'aube d'un développement, ils ont le souhait que tout le monde puisse se développer, que tout le monde puisse se déplacer. Et pourquoi est-ce qu'on les en empêcherait, en quelque sorte? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Oui, il y a tout à fait un décalage. Il demeure que vous avez raison. Je prendrai aussi le chiffre de l'Afrique. L'Afrique, c'est 15% de la population mondiale et 2% du transport aérien mondial. Donc, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Afrique, il y a une demande demain, je les imagine nous disant vous êtes sympa, vous en avez bien profité, et puis maintenant ils le disent dès aujourd'hui. Le vendredi dernier, la responsable du GIFAS marocain m'a interpellé sur le thème vous êtes égoïste, puisque vous nous imposez des contraintes que vous ne vous êtes jamais imposées à vous-même. Mais il demeure que il existe, par exemple, une technologie auquel personne ne croyait il y a 5 ans, mais qui va être une réalité demain, que vous pourrez déjà voir au Salon du Bourget, l'avion électrique. Pour les moyennes distances, de l'ordre de 5 à 700 km. L'avion électrique sera une solution. Et donc, pour des pays comme l'Inde, pour lesquels 5 à 700 km en automobile, ça peut prendre 12 ou 14 heures, tellement les routes sont de mauvaise qualité, l'aviation électrique sera une solution. Ce qui peut-être peut se profiler pour les décennies qui viennent, c'est une contrainte plus particulière pour les vols très longs courriers, dès lors qu'on n'a pas d'alternative avec les carburants aéronautiques durables, dont la production va se heurter à des goulots d'étranglement. Les carburants, alors justement, il y aura des avions électriques, dites-vous. Il y aura aussi des avions qui voleront avec ce qu'on appelle le SAF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? SAF, c'est l'abréviation anglaise de Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire un carburant d'aviation durable. Alors pourquoi durable? Parce que ce carburant émet beaucoup moins de CO2 qu'un carburant traditionnel. Ce carburant, il peut être réalisé soit à partir de produits organiques, ce qu'on appelle la biomasse, et aujourd'hui, le carburant le plus répandu, c'est un carburant qui est fait à partir d'huile de cuisson usagée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on observe un marché très curieux, qui est qu'à la sortie des Kentucky Fried Chicken ou des Burger King, eh bien, les gens vendent l'huile de récupération à des prix très élevés. Donc, vous avez l'utilisation de matières organiques, et puis vous avez l'avenir, qui est ce qu'on appelle les e-fuels, qui est la combinaison du CO2 capté soit à la sortie des usines, à la sortie des cheminées d'usines, des cimenteries, des aciéries, soit dans l'atmosphère avec de l'hydrogène.
Et ça produit un carburant qu'on appelle un e-fuel qui émet 80% de CO2 de moins que le pétrole. Et à quelle distance est-ce qu'il serait réaliste d'imaginer que les avions vont voler avec ce genre de carburant ? La distance normale, enfin le rayon d'action des plus longs avions, le plus long des avions aujourd'hui, qui est de l'ordre de 15 000 km. Donc faire des longs courriers, et puis ensuite, quand ? Pour les longs courriers, c'est vraiment le carburant durable qui sera la solution de long terme. Pour le court courrier, je crois en l'avion électrique. Et pour le moyen courrier, nous avons Airbus qui entreprend aujourd'hui un chemin extrêmement courageux, qui est celui d'essayer de développer un avion propulsé à l'hydrogène. Donc je ne veux pas... Quand vous dites courageux, est-ce qu'il faut entendre un peu fou ? Beaucoup de gens semblent agnostiques aujourd'hui. Personnellement, je pense que la solution est possible et que ce qui se passe depuis quelques années montre que nous avons perdu la foi dans le progrès technique. Je crois qu'il faut retrouver l'enthousiasme des créateurs de l'aviation et je pense personnellement qu'Airbus est en mesure de proposer un avion propulsé à l'hydrogène pour le milieu de ce siècle. Augustin de Romanet, milieu de ce siècle pour l'hydrogène, pour les autres techniques, c'est-à-dire l'avion électrique ou l'avion avec le e-fuel, est-ce que vous vous dites que c'est réaliste de l'imaginer dans 20 ans, dans 10 ans ? Bien sûr. Il y aura, par exemple, la société Daher va commercialiser un avion hybride en 2027. Dès aujourd'hui, une société slovène qui s'appelle Pipistrel commercialise un avion électrique de 19 places. Donc l'avion électrique, c'est pour demain ou après-demain. En attendant, vous allez devoir faire face aussi à ceux qui disent il faudrait supprimer. C'est-à-dire que si vous aviez tout de suite cet avion alternatif, vous pourriez dire écoutez, on maintient le nombre de vols, mais avec des avions qui polluent infiniment moins, voire qui ne polluent plus du tout. En attendant, vous ne les avez pas sous la main, ces avions-là, et donc on vous demande de supprimer un certain nombre de vols. C'est une pression contradictoire au fond, entre d'un côté se dire qu'on va essayer de développer l'avion du futur et de l'autre vous dire il faut supprimer un certain nombre d'avions. Je voudrais que vous puissiez répondre à François Gémen, qui était mon invité hier sur RMC. Il a coécrit le 6e rapport du GIEC. Il est aujourd'hui président de la Fondation pour l'Homme et la Nature. Et voilà ce qu'il vous demande. Il faut à la fois décarboner technologiquement l'aviation, il va aussi falloir réduire le nombre de vols, et notamment de vols court courrier ou moyen courrier, c'est-à-dire des déplacements qui pourraient s'effectuer autrement. L'aéroport de Schiphol à Amsterdam a décidé de réduire volontairement le nombre de ses vols. Et donc la question que je voudrais lui poser, c'est est-ce qu'Aéroport de Paris est prêt à la même chose ? Est-ce qu'à Charles de Gaulle, est-ce qu'à Orly, on peut aussi envisager une réduction des vols, notamment des courts et des moyens courriers, pour faire évoluer les compagnies ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, d'abord, les réductions que Schiphol a imposées sont les réductions d'un aéroport en cœur de ville qui font simplement que Schiphol rejoint le niveau de contrainte qui existe à Orly. Lorsque, par exemple, on interdit les jets privés à Schiphol, c'est comme si on interdisait les jets privés à Roissy-Charles de Gaulle. Mais il n'y a pas de jets privés à Roissy-Charles de Gaulle. Ils vont au Bourget, à quelques kilomètres de Paris. Dont vous avez également la charge. Voilà. À Amsterdam, les jets privés vont aller dans un aéroport qui s'appelle l'Elistad. Donc en réalité, c'est juste un déplacement plutôt qu'une suppression. Donc, la question des vols court courrier est une question qui n'est pas du tout provocatrice, Apolline de Malherbe. Au sein du groupe ADP, nous promeuvons l'accès à l'aéroport par le train dès que c'est possible. La multimodalité est un de nos axes de développement. Et par exemple, nous avons entrepris avec Réseau Ferré de France et SNC et Gare et Connexion la rénovation totale de la gare de Charles de Gaulle pour accueillir plus de passagers. Nous sommes les promoteurs d'un axe qui s'appelle Massy-Valenton. Alors vous allez trouver ça très technique. Non, mais si on veut que les TGV puissent arriver en nombre et à l'heure à Charles de Gaulle le matin, du sud-ouest et de l'ouest, il faut qu'ils puissent contourner Paris facilement. Aujourd'hui, ils ne le peuvent pas. Et donc, nous demandons au préfet de la région Île-de-France de négocier avec les collectivités locales, dans le contrat de plan État-région futur, ce barreau Massy-Valenton qui nous permettra de développer l'usage du train pour arriver à Charles de Gaulle. Donc, nous promeuvons le train dès que c'est possible, raison pour laquelle, lorsque on m'interroge sur la suppression des vols... J'allais le faire, puisqu'il y a eu cette décision la semaine dernière d'interdire les vols intérieurs lorsqu'il y a un trajet de moins de 2h30 le permet. Quel a été l'impact ? Et finalement, vous n'y étiez pas tellement défavorable ? Sur un strict plan économique, pour ADP, ça n'est pas matériel, ça n'est pas significatif. Sur le plan symbolique, je trouve que c'est une décision qui manifeste le fait qu'on veut promouvoir le ferroviaire. Maintenant, sur le plan politique, à titre strictement personnel, je suis pour la liberté et je regrette, par exemple, que les habitants de Bordeaux
ne puissent pas arriver à Orly en avion quand ils habitent, par exemple, trop loin de la gare ou qui sont... Ils vont devoir rentrer dans Bordeaux en voiture. Voilà. Et les habitants de Bordeaux qui veulent accéder au centre de Paris par Charles de Gaulle connaissent aujourd'hui pas mal de difficultés. Mais enfin bon, ça c'est... En termes de tarifs, il est parfois beaucoup plus avantageux aujourd'hui de prendre l'avion pour un Paris-Marseille ou pour un Paris-Bordeaux. Désormais, c'est plus possible, mais c'était encore le cas il y a peu de temps. Est-ce qu'on va continuer durablement à avoir certains billets d'avion pas chers? On sait qu'ils ont beaucoup diminué depuis les années 70. Est-ce que cette politique des billets d'avion pas chers, c'est fini? Alors, je pense que tendanciellement, l'avion coûtera un peu plus cher pour une raison très simple. C'est que les compagnies qui sont responsables modernisent de plus en plus rapidement leur flotte d'avions. J'en veux pour preuve, par exemple, que c'est le parti pris qu'a choisi Air France. Donc, moderniser ces flottes d'avions plus vite, ça signifie un coût plus élevé. Mettre des carburants durables dans un avion, ça coûte un peu plus cher. Et lorsque vous achetez un avion, normalement, vous l'avez dans votre flotte pour 25 à 30 ans. Mais si vous attendez 25 à 30 ans pour renouveler votre flotte... Il y aura un décalage entre ces découvertes dont vous nous parlez. Vous avez une espèce d'impossibilité de profiter des bienfaits de la technique et des nouveaux avions qui polluent moins, qui consomment moins et qui émettent moins de bruit. Donc je pense que les avions vont avoir une durée de vie plus courte dans les flottes des compagnies, ce qui va conduire à les amortir sur une plus faible durée et donc à renchérir le coût de l'aviation.